Tant qu'à remplacer ce galvanomètre parce qu'il est défectueux, pourquoi pas en faire une vidéo de dissection pour notre bon plaisir? Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Aujourd'hui, je vous propose la dissection, donc le regard de très près, d'un galvanomètre, donc d'un mouvement d'Arsonval. C'est l'autre nom qu'on accorde à ce système. Alors, c'est un mécanisme d'indication, donc de mesure de courant. On mesure le courant continu avec un tel mouvement. Pourquoi continu? Parce qu'il y a une déflexion qui est proportionnelle à des champs magnétiques. Et évidemment, avec du courant alternatif, l'aiguille, si la fréquence est très lente, on verrait un mouvement d'aiguille qui varierait au rythme des variations du champ magnétique causées par les variations du courant qui passe dans le galvanomètre. Et évidemment, plus on va haut en fréquence et plus l'inertie du mouvement finit par montrer la valeur moyenne, et la valeur moyenne d'un courant alternatif, c'est 0. Donc, on ne pourrait pas indiquer des courants ou des tensions, CA, avec un galvanomètre comme celui-ci à cadre mobile. Il faudrait mettre un redresseur dans le galvanomètre pour ramener ça en CC, bien sûr. Ce galvanomètre provient d'un puissance-mètre RF de marque Bird, modèle 43. Un standard dans le marché de la radiofréquence. Le mouvement est devenu intermittent et je me suis donc procuré un remplacement d'occasion. Ça m'a quand même coûté 80 $ américains pour avoir ce mouvement spécialisé expressément pour cet appareil. Alors, l'ensemble, c'est habituellement un boîtier qui est scellé, sauf que celui-ci ne l'était pas. Il y avait des vis qui permettaient d'ouvrir. Et donc, boîtier avec un fond ici. Et donc, pourquoi sceller? C'est qu'on ne veut vraiment pas de contaminants qui vont pénétrer dans l'enceinte du galvanomètre. Pourquoi? Vous allez le comprendre tantôt. On parle de forces ici qui sont extrêmement faibles et la moindre poussière ou perturbation peut venir déranger le mouvement du galvanomètre. Alors, on a un boîtier qui, c'est souhaitable, est scellé. Et c'est ce qui va avoir sonné le glas de ce galvanomètre. Vous allez le voir tantôt, les contaminants. Alors, boîtier, on a une façade qui est placée généralement juste à l'arrière de l'aiguille, et donc qui vient cacher le gros du galvanomètre, mais qui n'expose que l'aiguille. L'aiguille ici a été cassée. Une autre raison pourquoi je l'ai retiré de la circulation, ce galvanomètre. Et qui va naturellement nous indiquer soit du courant, soit des tensions, soit de la puissance, comme c'est le cas ici. Ça peut être à peu près n'importe quelle échelle, mais au final, c'est une question de courant qui circule dans le galvanomètre, de courant continu. Vous noterez aussi que la quincaillerie, la visserie, est entièrement en matériaux non ferreux. Ici, c'est du laiton et c'est naturellement pour que la visserie ne vienne pas perturber les champs magnétiques en jeu dans le galvanomètre. Et bon, c'est pas 100% en laiton. D'ailleurs, le cadre ici est en matériaux ferreux. Mais tout ce qui est tout près du champ magnétique, ça va être en laiton. Pour ne pas prendre de chance, on mettra du laiton à peu près partout là, lorsque c'est gros. Bon, pour ce qui est du fonctionnement du galvanomètre, on va s'approcher bien sûr, regarder de très près, mais ça c'est effectivement un galvanomètre à cadre mobile. Le cadre, on va le voir à l'intérieur lorsque je vais m'approcher encore plus. Et le principe de fonctionnement général est assez simple. On a ici un aimant, vous voyez le rectangle ici, sous mon doigt, c'est un aimant permanent. Il y a bien sûr du métal ici, je vais l'appeler le cadre fixe. Ce métal vient concentrer le champ magnétique fixe. Alors, il y a un pôle qui est juste sous l'aimant, ici, et l'autre pôle est ramené par ce cadre fixe en dessous ici de la bobine. Donc, on a les deux pôles magnétiques au-dessus et en dessous de notre cadre mobile. Alors ça, c'est la première condition pour faire fonctionner un galvanomètre à cadre mobile. C'est d'avoir un champ magnétique fixe et d'essayer de le créer de façon le champ le plus constant dans l'interstice possible. Et on va voir aussi qu'il y a un noyau
dans le cadre mobile qui concentre ce champ effectivement et qui le distribue de façon radiale tout autour de la bobine pour qu'on ait une déflexion qui sera linéaire le plus possible sur une échelle quelconque. Sur le côté inférieur, il y a essentiellement le même fonctionnement. C'est la même chose, sauf qu'évidemment, il n'y a pas d'aiguille de ce côté-ci. Mais ça nous permet de voir d'un peu mieux en quoi consiste le système. Et on va d'ailleurs se rapprocher dans quelques instants, encore plus. Alors, il y a deux connexions pour que le courant puisse circuler dans le cadre mobile. Il y aura une borne positive et une borne négative. La borne positive, donc pour le courant conventionnel, créera une déflexion vers la droite là, de l'aiguille. Alors, on comprendra que pour des très faibles courants, l'ensemble est quand même très fragile. J'y vais avec mon doigt comme ça, c'est correct, mais il ne faudrait pas que je brusque trop le mécanisme. Les champs en présence sont relativement faibles, en tout cas le champ créé dans le cadre mobile, c'est très faible. Et donc, l'ensemble est très petit et c'est fragile comme système, malheureusement. Pour ce genre de galvanomètre, quelle plage d'opération on voit habituellement en termes de courant pour une déflexion totale? En général, là, le minimum qu'on va voir, c'est 25 microampères. Donc, 25 microampères vont créer une déflexion totale de l'aiguille. Mais ça peut aller jusqu'à 10 milliampères. Disons que c'est peut-être une plage là, raisonnable. Au-delà de 10 milliampères, on va mettre un shunt. On va donc mettre une résistance en parallèle avec les deux bornes pour qu'il n'y ait qu'une partie du courant qui se contourne dans le galvanomètre, mais que le reste du courant passe dans la résistance. Et alors, le fonctionnement sera toujours linéaire, mais le principe de shunt, c'est bien important pour protéger le galvanomètre. Alors, je vous l'ai mentionné, la construction fait que la déflexion est proportionnelle au courant. L'angle de déflexion est proportionnel au courant qui circule. Et c'est ça, finalement, la beauté de l'appareil, c'est qu'on peut avoir des équipements qui auront une échelle absolument linéaire. Bien sûr, tout cela dépendra de la qualité du montage, de la qualité de fabrication du galvanomètre, pour avoir l'échelle la plus linéaire possible. Alors, approchons-nous encore plus. On voit présentement le pivot arrière. Étant donné qu'il n'y a pas l'aiguille à l'arrière, ben, c'est moins encombrant, on va être capable de mieux voir certaines caractéristiques. Alors, la première chose qu'on note, effectivement, c'est le cadre mobile ici, qui est au bout de mon indicateur. Si je fais bouger l'aiguille, vous allez voir que le cadre mobile tourne. Il tourne autour d'un noyau, un cylindre métallique en fer doux. Alors, ce cylindre sert à concentrer les champs qui viennent bien sûr au-dessus de la bobine et en dessous, okay, pôle nord, pôle sud. Alors, ce cylindre permet de créer des champs qui sont radiaux, donc, et non pas juste linéaires à travers la bobine. Alors, il y a concentration et distribution des champs des deux côtés, mais de façon radiale à l'axe. L'axe étant ici, bien sûr, l'axe de l'ensemble. Ce qui permet de linéariser la déflexion. C'est ça l'idée derrière. Alors, on a notre cadre fixe, pôle nord, pôle sud. On a la bobine, le cadre mobile, qui est une bobine. Vous voyez les enroulements, énormément de spire là-dessus. Pourquoi? Bien, parce que c'est un mouvement d'Arsonval de 30 microampères. Donc, on a besoin de beaucoup de spire pour générer une force de déflexion là, suffisamment grande. Alors, le cadre mobile, c'est son enroulement. Il est alimenté par les ressorts. Il y a deux ressorts. Il y en a un ici, vous voyez, c'est des ressorts de type circulaire, là, arrondi, là, un peu comme dans les horloges. Il y en a un ici, à l'arrière, et il y en a un identique à l'avant, quoique le sens de rotation du ressort à l'avant est l'inverse de celui à l'arrière. Et ça, l'idée derrière des enroulements dans les deux sens, c'est de créer un point d'équilibre neutre où l'aiguille va s'arrêter au zéro, par exemple. Bon, alors, je vous ai dit qu'il y avait des pivots. C'est un peu difficile de vous montrer avec l'éclairage. Ouais, on le voit. Juste ici, finalement, c'est à l'avant, en avant du ressort.
Le pivot, c'est bien sûr l'ensemble du cadre mobile qui vient s'asseoir ici dans un manchon probablement soit lubrifié, soit en tout cas à friction très faible. Et donc l'ensemble pivote dans ces manchons. Il y en a un en avant, il y en a un en arrière, juste ici. Et le transfert du courant vers le cadre mobile se fait par les ressorts. Le ressort est fait de cuivre, ici on le voit bien, en tout cas un alliage. Et donc, une des deux bornes qui est ici, bien, le courant va circuler dans le ressort et va être transféré au cadre mobile à son enroulement lui-même. Et donc, un des deux fils est alimenté sur le ressort arrière et l'autre fil, l'autre contact pour faire passer le courant, bien, c'est le ressort avant qui le fait. Alors, tout ça, c'est très ingénieux. Il y a une vis d'ajustement juste ici qui permet de pousser le cadre ou le retirer pour le centrer finalement autour du noyau ferreux cylindrique à l'intérieur. Bien, on peut ajuster ici avec la vis. On peut ajuster le positionnement avant-arrière du cadre mobile pour ne pas que ça frotte bien sûr sur le noyau à l'intérieur. Alors voilà, le ressort c'est très très fragile. Je peux vous dire qu'en manipulant pour essayer de régler le problème de ce galvanomètre, je l'ai crochi, je l'ai endommagé, j'ai redressé. Celui arrière, celui-ci, il est beau. Vous allez voir que celui en avant n'est pas aussi beau. Alors, je vais me transférer vers l'avant. Voilà, là, c'est une vue en plongée du haut. Et je vous montre ici le principe des ressorts. Alors, je vous ai dit que les deux ressorts sont à l'équilibre, bien sûr, pour trouver un point d'équilibre zéro là, à l'aiguille, au cadre mobile. Mais il y a moyen de varier la tension du ressort avant pour changer le point d'équilibre de l'aiguille, donc du cadre. Vous voyez, je le fais ici. Et ça, habituellement, c'est une vis qui se trouve à l'avant du mouvement d'Arsenval, accessible par l'usager sur la face avant, et qui va déplacer ce petit levier ici. Et vous voyez, le levier est relié à cette petite barre ici. Et cette petite barre, bien, c'est là-dessus que le ressort est soudé. Voyez-vous, il est soudé, il commence ici, là, puis il s'en va. Et il fait plusieurs tours et il finit, bien sûr, sur le cadre mobile. Alors, je vous ai mentionné que le sens de rotation du ressort est, bien sûr, inverse. Alors, ça, c'est l'équilibre des deux ressorts avant-arrière. Le cadre mobile, c'est à l'avant que c'est relié à l'aiguille, l'indicateur, ici, qui, oui, effectivement, est cassé. Il était beaucoup plus long et je l'ai cassé en manipulant le galvanomètre. Il était déjà endommagé lorsque j'ai tenté de réparer l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce galvanomètre pour qu'il soit devenu intermittent? En fait, c'est qu'il y a des limailles de fer. Il y a quelqu'un qui a travaillé dans ce galvanomètre. Il y a des limailles de fer qui se sont déposées un peu partout dans le galvanomètre. Et comme on a un aimant permanent, ici, bien, les limailles de fer vont se loger un peu partout. Et si vous regardez, on en voit ici, il y en a des limailles restantes. Il y en a un peu partout. Là, je vous en montre juste quelques-unes. Mais il s'en est trouvé des limailles aussi entre le cadre mobile et le noyau cylindrique au milieu. Alors, comme les forces en présence ici sont extrêmement faibles, le moindre frottement, même d'une limaille de fer libre qui est maintenue par les pôles de l'aimant, c'est assez pour causer un frottement indésirable qui va faire que le mouvement va rester figé. Vous voyez? Il ne revient pas. C'est qu'il y a frottement indésirable par, entre autres, les limailles dans le système. Et lorsque j'appliquais un courant, ben, il y avait déflexion, mais que lorsque j'enlevais le courant, hop, ça restait pris, l'aiguille restait coincée, et juste en soufflant, ben, c'était suffisant pour le décoincer. Alors, c'était devenu beaucoup trop intermittent et pas fiable. Et il n'y avait rien à faire. Je peux vous dire, j'essayais d'enlever le plus de limailles que je pouvais avec des pinces Bruxelles. Là, et c'est... Le champ magnétique est assez puissant et c'était pratiquement impossible de toutes les éliminer. Et même quand j'en éliminais, ben, juste à frotter, ben, ça revenait. Donc, voyez-vous, là, c'est un problème qui ne peut pas être résolu facilement. Alors, il reste une chose à vous montrer, c'est qu'est-ce que c'est ici? Ça ici, vous voyez? Ici?
ici, c'est comme, on dirait, des petits ressorts. Il y en a 3. Et ici. Je crois, sans en être certain, puisque ça, c'est monté sur... c'est un prolongement du cadre mobile et de l'aiguille, finalement. Là. Je crois que ce sont des poids, des contrepoids, qui permettent de linéariser l'échelle, donc faire les derniers ajustements en usine. Si vous regardez, il y a comme une petite griffe qui les maintient en place. Vous voyez, il y a comme une lamelle là, qui vient s'appuyer et qui maintient ce petit ressort, qui est finalement un enroulement de fil de cuivre, qui maintient l'enroulement dans cette position. Et donc, puis si vous regardez, c'est peut-être pas très évident, là, mais côté gauche et droite, regardez, à gauche, il n'y a plus d'enroulement qu'il y en a à droite. Et vous voyez les petites griffes là, qui maintiennent, surtout à droite, on le voit bien, là, qui maintiennent cet enroulement. Alors, je crois que ce sont des poids, tout simplement, des contrepoids, des contrepoids, qui permettent de linéariser la déflexion. Donc, on dit 0 à 30 mA. Bien, une fois que le bobinage est fait et que l'aimant est fixé, on ne peut rien changer. Hein? Les ressorts, on ne peut pas y toucher. Alors, je crois qu'on ajuste le positionnement sur ces tiges là, de ces enroulements là, pour amener ça exactement à 30 mA. Et il y en a même un sur l'axe de l'aiguille même, vous le voyez dans le haut. Là. Et à mon avis, c'est ça, c'est pour linéariser et ajuster l'appareil. Donc, extrêmement difficile à toucher pour quelqu'un comme nous, là, des bidouilleurs. Ah oui, semble-t-il, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il semblerait que le principe de déflexion, c'est de la répulsion et non pas de l'attraction. C'est-à-dire que lorsqu'on fait passer un courant dans le cadre mobile, ça crée une répulsion par rapport au pôle de l'aimant fixe. Et c'est ce qui fait la déflexion. Alors, qu'est-ce qui détermine la sensibilité d'un galvanomètre? Il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment le bobinage du cadre mobile lui-même, le nombre de spires, ça en est un des paramètres, le nombre de spires, bien sûr, la grosseur du fil, qui peut limiter le courant qui passe, la surface du cadre par rapport au noyau, ça c'est un autre facteur qui peut compter, la force, bien sûr, créée par le champ fixe. Ensuite, les deux ressorts, la force produite par les deux ressorts, ça c'est l'autre facteur qui vient jouer sur la sensibilité de la déflexion. Et finalement, je dirais la qualité des pivots aussi. Hein? Donner toujours la même lecture à chaque fois, bien, la qualité du frottement dans les pivots, bien, elle est importante. Alors je vous dirais que c'est probablement les facteurs les plus importants, il y en a probablement d'autres, mais voilà. En terminant, bien, vous serez peut-être curieux de savoir comment fonctionne ce puissance mètre radiofréquence. Alors, c'est simplement par couplage directionnel. On a un connecteur coaxial ici, un autre ici, et on place ce puissance mètre dans la ligne de transmission. Ça peut être avant l'antenne, ça peut être à la sortie de l'émetteur, peu importe, mais on va mesurer la puissance dans un sens et on va la mesurer dans l'autre sens, tout simplement. Alors, c'est relativement simple. Tout se passe dans cette cartouche. C'est un coupleur directionnel. Il y a donc une bobine ou une ligne de transmission qui est parallèle à la flèche ici. Là. Et donc, on va coupler une partie de l'énergie radiofréquence qui vient de la ligne de transmission à l'intérieur. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez, il y a comme un tube. Alors, ça, c'est le conducteur central. C'est donc une ligne de transmission. Et on insère une partie de couplage et à l'intérieur, soit il y a une ligne de transmission, soit il y a une bobine et il y a une diode et un condensateur. Et donc, on fait, si vous voulez, l'échantillonnage et le redressement. Donc, on obtient une tension CC à la sortie de cette cartouche. Cette cartouche-là, elle est étalonnée. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est une cartouche de 500 watts, donc pleine échelle 500 watts, de 400 à 1000 MHz. Okay? Il y en a des cartouches qui vont jusqu'à aussi bas que 1 watt, là, et il y en a qui vont jusqu'à 10 000 watts, je crois, de mémoire, là, il me semble. Là. Et au niveau des fréquences, là, ça part dans très bas, là, dans les spectres HF, et ça va jusqu'à 2,4 GHz, je crois, la fréquence la plus élevée, qui peuvent être échantillonnés par cet appareil. Et donc, on insère la cartouche et on la tourne dans le sens où on veut mesurer la puissance. Alors, pour mesurer, par exemple, le rapport d'onde stationnaire, bien, on va mesurer la puissance, disons, incidence, dans ce sens, en watts. Ensuite, on tourne la cartouche et on mesure la puissance réfléchie, dans l'autre sens. Et par le rapport des puissances,
avec des simples nomogrammes ou des tables ou même le calcul, on peut savoir c'est quoi notre rapport d'onde stationnaire ou les pertes par réflexion, si vous voulez. Alors, c'est un principe qui est très simple, mais c'est très solide. Je vous mentionnais, c'est un standard du marché, ce Bird 43. Ça se vend plusieurs centaines de dollars. Chaque cartouche se vend environ 80 à 100 dollars dans l'occasion. Donc, c'est des choses assez onéreuses et ça valait la peine d'investir le 80 $ américain pour obtenir un galvanomètre de remplacement parce que cet appareil-là, sinon, ça aurait été à pure perte et j'ai plusieurs cartouches, donc je voulais définitivement remplacer le galvanomètre. Ça demeure cher et c'est un appareil qui est fragile, donc on en a la preuve. Il faut faire bien attention, c'est un galvanomètre fait sur mesure pour cet appareil. Ici, c'est la marque Weston qui l'a fabriqué, mais il y avait aussi Simpson qui fabriquait les galvanomètres pour la compagnie Bird. Alors voilà, ça m'a fait cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. À défaut de peut-être d'avoir appris quelque chose, c'est intéressant de voir de très près comment fonctionne un galvanomètre. Sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.